Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance numéro 4. On poursuit un petit peu notre formation sur votre système GNU Linux et nous allons, maintenant que vous êtes familiarisé rapidement avec l'environnement, on va voir comment l'utiliser, commencer à l'utiliser vraiment, comprendre un petit peu comment il est conçu, puisque c'est vraiment différent de Windows ou de macOS. Donc on va regarder tout ça, et après on passera à des choses de plus en plus complexes, de plus en plus techniques, pour que vous puissiez vraiment avoir un contrôle sur votre système, savoir ce que vous faites, et tout simplement savoir l'utiliser tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un par exemple pour vous aider. Surtout si vous avez, que l'informatique, vous n'avez pas forcément baigné dedans, que c'est un petit peu d'une époque d'avant, ça peut être pas mal justement de savoir un petit peu ce que vous faites, de savoir l'utiliser, de vous familiariser et de prendre en main comme il faut, pour ne pas avoir de problème après, de difficultés à en faire usage. Donc je reviens directement sur le système, on va passer en mode plein écran, c'est toujours sympa, voilà, ici, et on va pouvoir commencer directement à se servir de ça. Alors on verra des choses comme la personnalisation, tout ça dans des tutos, c'est peut-être même déjà disponible si vous regardez cette vidéo plus tard, donc n'hésitez pas tout le temps à aller vérifier sur la playlist GNU Linux tutoriel, d'accord, c'est complété souvent avec pas mal de petits tutos qui viennent compléter le cours, d'accord, la formation, sur des choses qui soient techniques, basiques, peu importe, voilà, c'est tout ce qui rentre en fait de manière complémentaire pour l'utilisation de votre système, qui peut du coup être intéressant, donc n'hésitez pas à vérifier, d'accord, à chaque fois sur cette playlist de tutoriel, voilà, vous avez la différence, ici c'est la playlist cours, et les tutos sont dans une playlist tutoriel qui est vraiment prévue à cet effet. Donc on va commencer par découvrir, en tout cas c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est tout ce qui va concerner la gestion utilisateur en fait, d'accord, tout ce qui est utilisateur. Alors avant de voir un petit peu comment ça se passe au niveau explorateur de fichiers, on va aller dans nos paramètres, alors je pense que c'est dans préférences qu'ils ont dû mettre ou quelque part comme ça, on va aller de toute façon dans les paramètres, voilà, ici, et là on devrait pouvoir trouver normalement, je vous dis je fais que c'est comme vous, je cherche tout, on va aller dans détails et utilisateur, voilà c'est ici. Donc là on retrouve bien mon utilisateur, d'accord, que j'avais fait à l'installation avec le mot de passe, connexion automatique, etc. Par défaut, vous voyez que c'est sécurisé. Je vous avais expliqué qu'il y avait un système de droits et de privilèges très particulier sur les distributions Linux qui en fait du coup quelque chose de beaucoup plus sécurisé que ses voisins. Enfin surtout Windows, parce que macOS utilise le même système de privilèges, donc du coup fonctionne de la même manière. Donc là vous allez devoir déverrouiller, donc il va vous demander votre mot de passe de session. Toujours pareil. Donc ça va falloir prendre l'habitude à chaque fois que vous allez faire quelque chose d'assez qui nécessite des droits, donc des privilèges particuliers, il faudra rentrer votre mot de passe de session pour éviter de faire n'importe quoi. Et là automatiquement c'est débloqué, donc vous voyez je peux modifier, je peux mettre un avatar si je veux. D'ailleurs on va mettre un petit avatar, tiens, on va mettre un petit chien, non un petit chien, parce que tout le monde aime bien les petits chiens, voilà. Vous avez votre mot de passe, vous pouvez choisir la connexion automatique à la session, et la dernière connexion, d'accord, donc ça voilà, ça vous avez un petit historique apparemment qui est conservé ici, sur tout ce qui est début de session, fin de session, etc. Donc ça peut être pourquoi pas utile, dans certains cas c'est d'ailleurs une nouveauté, parce que je ne me suis pas souvenir qu'il y avait ça sur d'autres vieilles versions du système, donc plutôt sympa. Et vous pouvez directement ajouter un utilisateur, d'accord, ici, voilà, vous pouvez ajouter un utilisateur en mode normal, donc ça peut être pratique pour faire des comptes limités, ou administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aura des droits d'installation. Celui-là par exemple c'est un compte administrateur, ce que vous voyez comme étant mot de passe de session. Je vais pouvoir, et vous allez le voir dans les prochaines séances, installer ou désinstaller des programmes. Donc si vous voulez faire un compte restreint pour un invité, pour des enfants, etc., vous pouvez faire un compte normal, il pourra simplement l'utiliser sans rien modifier dessus. Donc on peut choisir le nom complet, nom prénom, un nom d'utilisateur, un mot de passe, bref, comme d'habitude. Je vais pas créer de nouveau compte, ça sert à rien, mais vous voyez que c'est très simple, très intuitif. Voilà, je pense que tout le monde comprend parfaitement l'utilisation. Après, on peut l'ajouter avec ce bouton-là, qui sera plus grisé, et ça va marcher. Voilà. Donc moi, je viens de changer mon icône, donc écoutez, on va la garder comme ça. Alors il y avait une histoire, ça je regarde, une petite parenthèse, que vous voyez qui gardait un historique, donc je suppose qu'il doit y avoir quelque chose qui garde des informations. Alors ça doit être dans confidentialité, voilà. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas à les fouiller dans les paramètres, moi je vais pas forcément tous vous les détailler, parce que ça peut varier d'une distribution à l'autre et d'une version à l'autre surtout, donc il suffit d'aller en général dans ce qui s'appelle paramètres, vous avez paramètres ou panneau de configuration, ou configuration système, quelque chose comme ça, vous pouvez retrouver du coup dans confidentialité pas mal d'options. On voit que par défaut, il verrouille l'écran, donc ça bon logique. Les services de localisation sont désactivés, tant mieux, parce que si vous n'aimez pas ça, au moins vous pouvez le désactiver, et vous savez que ce sera vraiment désactivé ici. On n'est pas comme chez Microsoft où même si vous désactivez certaines notions, comme le système est fermé, rien ne vous dit que Microsoft ne continue pas quand même de collecter les données, et par expérience et pour preuve je peux vous le dire, il le fait quand même, puisqu'il y a des informations qui transitent par le réseau. Utilisation historique, donc vous voyez par défaut c'est activé, donc on peut choisir d'accord de ne pas le mettre. Donc par exemple si vous voulez vraiment quelque chose de propre sans historique tout ça, vous pouvez faire non, d'accord, rien conserver du tout, du coup vous faites ça, effacer l'historique récent, et hop, ici on est sûr qu'il n'y a aucun historique qui est conservé. Voilà, ça peut être plutôt pas mal pour ceux qui n'en veulent pas. Et signalement de problème, pareil, je suppose que c'est pour envoyer des rapports anonymes en cas de problème. Même chose, si vous voulez les envoyer, pas de problème, si vous voulez pas, vous laissez comme ici en manuel.
Comme ça, c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on va envoyer un rapport de plantage. Même si encore une fois, ce ne seront que des données anonymes envoyées. On va pas envoyer votre historique de navigation internet, vos conversations par SMS ou par email. Hein, d'accord, c'est vraiment encore autre chose. N'oubliez pas, on est sur un système ouvert. Donc il y a quand même beaucoup plus de fiabilité de ce côté-là qu'un système qui est fermé, où entre guillemets les développeurs peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent au niveau collègue, contrôle, espionnage. Vous pourrez rien vérifier vraiment si ce n'est le trafic et ce qui sort de votre PC, mais vous saurez pas forcément ce qui en sort exactement. Donc ça c'est un peu embêtant. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant on passe à la gestion utilisateur. On va donc voir l'explorateur de fichiers, d'accord. Je pense que c'est la première chose à voir qui peut être intéressante. Donc ici vous avez programme fichier directement. Sinon vous cherchez ce qui correspond à votre explorateur de fichiers, vous aurez par exemple un dossier, il va vous le lancer. Donc il n'y a pas de souci, par exemple vous pouvez faire nouveau dossier, vous créez un dossier, vous double-cliquez dessus et ça va dans tous les cas vous ouvrir l'explorateur. Donc là on voit que sur Ubuntu Budgie on a ce genre d'interface qui est du coup très minimaliste. On peut a priori changer les types d'affichage, donc les tris, on peut changer voilà le type d'affichage détail en sous forme d'icône. Plutôt sympa, on doit même pouvoir, si je reste appuyé sur la touche contrôle et que j'utilise la molette, pouvoir agrandir, voilà, ou rétrécir. Donc ça c'est des petits raccourcis qu'on retrouve de manière universelle sur les systèmes. On peut faire des recherches, d'accord, dans des fichiers. Je pense même qu'on a des options voilà très particulières, donc plutôt sympa. Voilà, et c'est pas seulement ça que je voulais vous montrer moi, parce que bon, ça, après c'est de l'explorateur de fichiers, donc il n'y a rien de... Ça dépend, voilà, tout dépend du programme d'explorateur de fichiers que vous avez, ça va changer de l'un à l'autre. D'ailleurs ici on peut pas, voilà, regardez, à propos, vous voyez qu'il s'appelle fichier. Donc ils sont pas embêtés pour le nom, c'est très simple. Mais c'est un programme, d'accord, voilà, c'est un logiciel qui s'appelle fichier, qui est votre explorateur de fichiers ici. Si vous êtes par exemple sur l'environnement de bureau XFCE, vous aurez en général l'explorateur Tunar qui est installé. Vous pouvez avoir Nautilus, vous pouvez avoir Nemo si vous êtes sur Linux Mint. Bref, il y a différents logiciels pour l'explorateur de fichiers. Par exemple sur Windows, vous en avez qu'un seul, c'est le fameux explorer.exe. Et bien sur Linux, vous avez également plusieurs explorateurs de fichiers disponibles, avec chacun des avantages, des inconvénients, un type de design, un type d'option de paramétrage et de personnalisation spécifique. Voilà. Donc ça après ce sera au choix. C'est pareil, c'est comme pour n'importe quelle chose sur un système Linux, ça peut être changé. Si je voulais, là je pourrais très bien enlever fichier et mettre autre chose à la place. Il n'y a pas de problème. On voit d'ailleurs qu'on a des options ici, vous voyez, préférences, pour modifier certaines choses au niveau de la colonne de liste, les aperçus des vignettes, tout ça. Donc tout peut être contrôlé, mais je passerai très vite là-dessus, c'est pas ce qui est important. Nous, ce qui est important, c'est de voir comment c'est conçu au niveau système. Donc on va pas rentrer dans des choses techniques, puisque c'est pas le but, encore une fois. On considère voilà, vraiment que vous êtes débutant, mais vous avez donc un ensemble de fichiers système. Donc on va y aller quand même, alors je pense qu'on peut le voir ici, il veut bien, oui, ordinateur, on va aller ici, ce qui est défini sur Linux par le symbole slash. On appelle ça la racine du système. C'est en fait les fichiers système. Donc quand vous allez dedans, vous avez tout un tas de dossiers. Alors là, on rentrerait dans des choses très techniques si je venais à vous les expliquer. Vous n'êtes pas forcément encore prêt en tant que débutant pour certains à voir ça. Donc on va juste se contenter d'un seul dossier qui est important pour nous, c'est le répertoire Home. Le répertoire Home, c'est le répertoire qui va posséder en fait toutes les sessions utilisateurs. On va dedans et vous voyez qu'il y a mon fameux dossier Jacques Champagne, donc celui que j'avais créé quand j'ai installé le système. Donc vous aurez un dossier par utilisateur. Si vous créez un dossier pour un de vos enfants, vous aurez un nouveau dossier, un dossier pour une autre personne. Vous aurez à chaque fois un dossier par utilisateur, donc par session disponible. Et ici, on retombe, donc vous voyez, sur le fameux dossier personnel de tout à l'heure avec toutes ces petites choses. Le bureau, ça amène directement ici. C'est-à-dire que là, regardez, si je fais un nouveau document, et je fais un document texte, hein, comme ça, sans rien mettre dedans, hop, que je vais sur bureau, vous voyez qu'on retrouve mon document. Il n'y a pas de souci. Et là, vous avez différents répertoires qui, je pense, peu importe le système d'où vous venez, vous les reconnaissez pour la plupart. Le répertoire de documents, c'est pour mettre vos documents, je pense que je vous apprends rien. Les images pour vos images, musique, pas de souci. Téléchargement, c'est en général celui qu'on utilise quand on récupère des trucs sur internet pour éviter de les mélanger un peu à droite à gauche. Et les vidéos, donc pas de problème à ce niveau-là. On en a deux autres ensuite qui sont intéressants aussi. Public, c'est en général utilisé pour tout ce qui peut être partagé sur un réseau ou partagé de manière entre plusieurs utilisateurs. Alors c'est pas obligatoire, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme tel, mais il a quand même été prévu pour ça. D'ailleurs, au niveau préférence, on va pouvoir, je pense, modifier au niveau du partage différentes options. On va faire ça, hop, et là regardez, on peut le partager du coup sur un réseau filaire ou sur pas mal de petites choses. Et vous voyez que vous avez même un petit lien qui permet de partager ça. Donc plutôt sympa, d'accord, vous voyez, on peut vraiment tout configurer. Donc c'est plutôt intéressant, vous pouvez même protéger par mot de passe, et ça permet comme ça de donner un accès local en fait à certains types de fichiers. Donc il est prévu pour ça ce dossier, vous pouvez y mettre d'autres choses, mais il est vraiment prévu pour ça, pour pouvoir partager des choses sur un réseau notamment local, donc chez vous, partager par exemple des fichiers avec toute la famille si vous avez plusieurs PC, vos enfants, vous, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose à savoir, quelque chose d'intéressant à utiliser, donc on verra éventuellement peut-être dans un tuto ou autre pour configurer cette partie-là, mais je pense que c'est déjà relativement simple quand on regarde un peu comment que c'est fait. Et surtout,
Il y a un dossier aussi, ça je pense que vous savez pas à quoi il correspond, parce qu'il y en a même des gens qui utilisent Linux tous les jours ne savent pas à quoi il sert, mais vous allez vous en rendre compte très vite, qui est un dossier, alors qui peut s'appeler modèle dans certains cas, parce que là il n'est pas traduit en français, c'est le terme anglais qui est template, donc en général il s'appelle modèle. Et regardez ce qu'on trouve, donc ici par défaut ils ont déjà mis des choses, vous avez en fait des modèles de fichiers. C'est les fameux modèles qui correspondent à ce que vous avez de disponible dans le menu contextuel quand vous faites nouveau document. Et vous voyez que c'est disponible ici. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans le logiciel de faire nouveau, vous pourrez directement passer par là pour créer un nouveau type de fichier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir créer un fichier par défaut. Par exemple, quand vous allez utiliser certains fichiers de nombreuses fois, plutôt qu'à chaque fois de retaper quelque chose, vous allez pouvoir le faire. Je pense notamment à ceux qui font de la programmation. Alors on va virer tout ce qu'il y a là. D'accord? Je vais tout enlever. Non, je vais pas l'enlever, je vais laisser tel quel, on va pas s'embêter. Je vais faire nouveau document. Alors ça, je m'adresse à ceux qui font de la programmation, d'accord? On va aller ici. On va faire fichier source C. Voilà. Hop. Oui, d'ailleurs, je peux mettre un .c aussi, ce sera pas mal. Voilà. On va l'ouvrir avec l'éditeur de texte. Vous voyez, par défaut, il le prend en compte de toute façon. Hop. Donc ça, c'est pour ceux qui suivent la formation au langage C, d'accord, de la programmation. Donc si vous ne l'avez jamais suivi, vous ne programmez pas. Ça ne vous concerne pas, évidemment. Donc je montre pour les autres. Donc je tape quelque chose de rapide. Donc fameux code minimal, en fait. C'est vrai que j'aime pas les tabulations ici, mais des très très grosses tabulations. Return 0. Oui, pourquoi il m'a enlevé le... Oula, je suis passé en insert là. Ok. Voilà, j'avais fait une petite erreur. Voilà, je fais ça, je fais enregistrer, je ferme le document, et on a regardé un fichier source. D'ailleurs, il l'a mis avec une petite icône, puisque voilà, il gère apparemment les icônes d'affichage. Du coup, à chaque fois que vous allez vouloir créer un fichier source, plutôt que de devoir retaper à chaque fois du code, d'accord, le même code, vous aurez juste à faire votre clic droit, nouveau document, et regardez, fichier source C. Vous aurez qu'à faire ça, et du coup, vous pourrez simplement le renommer, mettre le nom, et voilà, et votre fichier sera prêt à l'emploi. Donc c'est un système de modèle en fait qui est super pratique, ça peut être fait pour tout. Ça peut être fait pour des traitements de texte, ça peut être fait pour des fichiers de programmation, pour un simple fichier texte, pour absolument n'importe quoi en fait. Un fichier de calcul, donc le tableur, tout et n'importe quoi, vous allez pouvoir gérer ça de cette manière avec le système de modèle. Voilà. Donc vous pouvez sans problème, bien évidemment, supprimer tout ce qui est disponible par défaut, d'accord? Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire et du coup gérer un peu vos fichiers à vous. D'ailleurs moi si je veux pas embêter, ici regardez, je vais faire hop, fichier texte, parce que forcément c'est en anglais ici, je vire par exemple ce qui m'intéresse pas, hop, et voilà. Et regardez, même ici d'ailleurs, je peux faire nouveau document, vous voyez qu'il me propose que les deux là maintenant. On a vraiment modifié au niveau du menu contextuel ce qui est disponible. Donc très pratique, si vous allez pouvoir y mettre vraiment tout ce que vous voulez. Si vous programmez dans plusieurs langages de programmation ou des langages pour le web, vous allez pouvoir mettre ça là-dedans. Si vous faites beaucoup de traitements de texte, vous utilisez certains fichiers particuliers, vous allez pouvoir les définir ici et les placer dans ce fameux répertoire modèle, qui permettra du coup de gérer le menu contextuel. Donc c'était tout simplement ça que je voulais vous montrer, je pense au niveau de l'exploration des fichiers, qui était à savoir. Après on retrouve bien évidemment ici, en tout cas pour le cas de Budgie, un menu d'accord sur la gauche, avec des raccourcis, faire ça. C'est la même chose qu'on avait vu précédemment ici, d'accord, les emplacements. Donc ça en général, quand vous voyez votre pseudo, ça correspond au fameux dossier personnel, c'est ce qui va vous mener ici. D'ailleurs, regardez, hop, on arrive sur la même chose. Donc soit ça s'appelle dossier personnel, soit en général ils mettent le pseudo de votre session. Et on retrouve les différents dossiers du coup qui vont pouvoir tout simplement classer vos documents. Voilà. Et tout à l'heure, enfin pardon, pas tout à l'heure mais précédemment dans la vidéo sur l'installation du système, vous vous souvenez qu'on avait, je vous avais dit de chiffrer votre dossier personnel, et c'est justement celui-ci, voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un branche le disque sur un autre PC, si c'est chiffré, il ne pourra pas accéder à vos documents, ce qui est quand même plutôt sympa niveau sécurité, pour éviter de récupérer vos photos, vos documents, surtout si vous avez vos documents professionnels, ou ce genre de choses, c'est plutôt sympa de les protéger d'autres personnes mal intentionnées. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Encore une fois, je vous avais dit qu'il y aurait pas mal de petites vidéos courtes, puisqu'on reste sur des notions assez simples. On avance tranquillement dans cette formation, vraiment on prend notre temps, on va pas aller trop vite, parce qu'on va aller sur des choses après beaucoup plus en plus compliquées. Donc là je pense que c'était pas mal de vous montrer ça, comment que ça allait se passer au niveau gestion utilisateur. Je pense que pour un utilisateur basique, il n'y a rien besoin de savoir en plus, d'accord. Prenez en main votre explorateur, votre logiciel, encore une fois, bon sur Budgie vous aurez celui-là, enfin Ubuntu pardon pour être plus exact, sur un autre OS vous aurez peut-être quelque chose de différent, mais grosso modo vous voyez que l'utilisation est très simple, d'accord. Vous avez toujours le menu contextuel, là, toujours pas mal de petites choses à savoir qui sont assez simples. Éventuellement je peux montrer une petite chose, petite parenthèse, ici au niveau des propriétés de fichiers, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui galèrent avec ça sur Windows notamment. Quand vous voulez par exemple ouvrir un type de fichier avec un logiciel en particulier, vous pouvez faire simplement un clic droit dessus, vous faites propriété, ou alors des fois vous avez un menu ouvrir avec, mais là on l'a pas forcément. Donc vous faites propriété,
Et là, vous voyez, vous pouvez donc, vous avez toutes les infos du fichier, bien évidemment, les permissions, donc qui peut y accéder, lecture, écriture, etc. Mais ça, on en parlera plus sur des notions avancées au cours de la formation. Et ouvrir avec, voilà. Vous voyez, l'application par défaut, c'est celle-ci. Ça, c'est des applications apparentées. Je peux évidemment choisir une autre application éventuellement. Si un jour j'installe un autre éditeur autre, il y aurait possibilité d'installer autre chose. Donc là, bon, comme j'ai pas beaucoup de programmes, pour le moment, on n'a pas vu comment installer de nouveaux logiciels. Donc évidemment, il me propose ce qu'il y a de plus logique, c'est-à-dire l'éditeur de texte. Voilà. Qui par défaut, vous avez vu, propose la coloration syntaxique du code. Si vous faites de la programmation, c'est plutôt sympa. On est loin quand même du petit bloc-notes de Windows qui est vraiment très très minimaliste, qui propose même pas de coloration. Donc là, c'est sympa, on a la coloration par défaut. Voilà, donc ça c'était plutôt sympa à montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je crois que je voulais vous montrer autre chose. Qu'est-ce qui peut être sympa? Ah oui, au niveau des formats de fichiers, des extensions, ça c'est super important d'en parler même maintenant. Il faut savoir que sur Windows, d'accord, je prends que le cas de Windows, l'extension du fichier, c'est-à-dire, vous voyez ici on a un .txt, ici on a un .c, sur une image vous pouvez avoir .jpg, sur un film vous pouvez avoir .mp4, .avi, ça définit le type du fichier. C'est-à-dire que Windows se base là-dessus. S'il voit un .txt, pour lui c'est un fichier texte et du coup il va l'ouvrir avec un éditeur de texte. Sur Linux, l'extension, elle ne veut absolument rien dire. Il va se baser sur ce qu'on appelle le type MIME, donc M-I-M-E, qui précise et spécifie réellement le type d'un fichier. Donc vous pourriez très bien avoir, vous voyez ce fichier source en .c, je peux très bien le renommer Tata, voilà, et l'ouvrir. Alors normalement il me propose directement un éditeur de texte. Vous voyez, ça va fonctionner. Il n'y aura pas de souci, l'ouverture va bien se passer. Après, maintenant, même sur les systèmes Linux, souvent quand vous changez l'extension, il va vous changer l'icône ici, et des fois il peut même vous changer le logiciel utilisé pour ouvrir le fichier. Par exemple, si je mets .doc, a priori il devrait me proposer le logiciel de traitement de texte. Voilà, par défaut. D'accord? Vous voyez, il le propose, LibreOffice Writer. Par contre, je peux très bien continuer pour faire la même chose, c'est-à-dire d'aller sur... Alors, est-ce que je l'ai ici? Évidemment, je ne vais pas l'avoir. Si je l'ai là, définir par défaut. Vous voyez, remettre par défaut ça, et du coup, regardez, il me l'ouvre comme avant, d'accord? Sauf qu'il ne gère pas la coloration syntaxique, bien évidemment, parce que ça dépend du langage de programmation utilisé. Mais vous voyez que ça poserait pas de souci. Donc ça, c'est une chose à savoir sur Linux, vraiment par rapport à Windows, c'est que les fichiers ne fonctionnent pas en fonction de leur extension. Vous pourriez même d'ailleurs ne mettre aucune extension. D'ailleurs, vous avez vu dans les anciens modèles, c'est ce qu'il y avait. Si vous, je sais pas s'il y a la corbeille, est-ce qu'elle est quelque part ici? Alors elle n'est pas. On va faire un clic droit ici, non plus. Il faudra peut-être l'ajouter. On verra peut-être ça dans une vidéo pour ajouter la corbeille. Je vais aller dans les paramètres. Paramètres. Je sais pas si on peut l'ajouter ici. Préférences. Non plus. Il faudra voir pour ajouter la corbeille quand même au menu. Ce sera plutôt plus pratique. On verra, parce que là elle est ici non disponible là. Vous voyez qu'ici, regardez les fichiers, bon certains avaient des extensions, mais il y en a qui n'en avaient pas forcément. Donc du coup, ça peut être plutôt pratique, parce que les extensions permettent surtout de savoir, d'afficher l'icône qui correspond. C'est visuellement plus sympa, comme vous voyez ici on a une petite image, c'est mieux, plus sympa que d'avoir un truc comme ça vide, mais ce serait pas obligatoire. Si on voulait, on pourrait sans problème ne mettre aucune extension, donc ce serait un peu plus galère à gérer, mais ce serait tout à fait possible. Donc je voulais surtout insister là-dessus que Windows se base vraiment sur l'extension d'un fichier, d'accord, pour définir son type, alors que Linux, voilà, c'est plus la question visuelle ou quel logiciel en fait utiliser par défaut selon l'extension. Mais ça va pas pour autant changer. Ne pensez pas par exemple que si ce fichier-là vous le renommez .avi, d'accord, ça va devenir un film. Pourtant il l'affiche, vous voyez, comme une vidéo. Hein. Il suffit pas juste de faire ça. Si vous essayez de le lancer là avec le lecteur, évidemment, il va y avoir un petit problème. Voilà, ça ne marchera pas. C'est logique. Donc il suffit pas de faire ça pour pouvoir changer évidemment le type de fichier. Donc vraiment, ça c'était une petite parenthèse de fin qui est à savoir. Mais grosso modo, bon, c'est simple à utiliser. Utiliser des extensions par défaut, c'est bien pratique. Au moins on sait voilà comment ça fonctionne. Et le système vous affiche du coup les logiciels qui sont prévus pour ce type de fichier. Donc c'est plutôt pratique après l'utilisation, surtout si encore une fois vous débutez sur ce genre d'OS là, ou même un autre d'ailleurs, c'est la même chose. Voilà, donc on va s'arrêter là, je pense. On a vu tout ce qu'il fallait. Je voulais vraiment vous montrer comment gérer un petit peu vos répertoires. Donc pour une utilisation courante, encore une fois, hein, si vous voulez voilà gérer vos fichiers, tout se gère de manière ici. Tout ce qui est fichier de partage va se gérer dans ce répertoire public, et tout ce qui est modèle pour le fameux menu contextuel se mettra dans les templates, tout simplement. D'ailleurs, vous voyez qu'ici en plus, il met les icônes, ça dépend des systèmes Linux, et du coup, vous voyez, ça change les icônes, donc c'est sympa visuellement, ça permet d'améliorer un petit peu la qualité du système. Donc c'est toujours bon à prendre.
on va s'arrêter là, on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo, pour voir de nouvelles petites choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Puis voilà, écoutez, j'espère que la prise en main pour vous est facile, surtout si vous êtes vraiment débutant ou vous découvrez même peut-être l'informatique pour certains. De toute manière, vous en faites pas, on n'ira pas trop vite, on va voir vraiment pas mal de choses pour que vous puissiez faire un petit peu tout et n'importe quoi sur votre système et que ce soit très simple d'utilisation pour vous. À bientôt. Alors, on va passer là. Hop. Ciao tout le monde.